I reiterated to Chancellor Merkel my strong support for NATO, as well as the need for our NATO allies to pay their fair share for the cost of defense. During our meeting, I thanked Chancellor Merkel for the German government's commitment to increase defense spending and work toward contributing at least 2% of GDP. I want to thank the Chancellor for her leadership in supporting NATO and its efforts in Afghanistan. Avec Donald Trump à la Maison-Blanche, les Européens se sentaient un peu perdus vis-à-vis d'un président qui laissait entendre que le parapluie américain ne serait maintenu pour les alliés qu'à condition de les voir participer suffisamment à la défense commune dans le cadre de l'OTAN. Aujourd'hui, j'affirme qu'il ne s'agissait que d'un coup de bluff, un coup de pression qui a très bien fonctionné puisque des troupes nord-américaines viennent d'arriver en Pologne, que les Européens eux-mêmes prévoient d'augmenter leur budget militaire, et cela sans parler de la nouvelle présence française dans les pays baltes. De plus, dans la nuit du 6 au 7 avril dernier, les États-Unis ont décidé seuls, et donc illégalement, d'attaquer les forces gouvernementales syriennes, prouvant ainsi qu'ils ne sont pas prêts à laisser le couple russo-iranien être le seul acteur de la région, et que Washington n'hésitera pas à utiliser la force pour défendre ses intérêts et ses alliés. Le fait que cette attaque ait eu lieu au même moment où Donald Trump recevait le président chinois Xi Jinping n'était pas un hasard. Cela faisait un moment que le chef américain annonçait qu'il allait être ferme avec la Chine et la Corée du Nord. La Syrie n'est pour lui que le moyen de laisser entendre sa détermination, ou en tout cas d'entretenir le doute, comme il a toujours aimé le faire. Donc non, le nouveau président ne veut pas la fin de l'OTAN, il veut la réformer, car il a bien compris que depuis la perte d'une menace commune soviétique, l'alliance s'est fragilisée. Pourquoi, me direz-vous? Laissez-moi vous répondre par une autre question. De nos jours, peut-on vraiment craindre que la Russie envahisse l'Europe avec son budget militaire de 66 milliards de dollars? Est-ce seulement imaginable quand le budget des membres européens de l'OTAN, Turquie comprise, est d'environ 250 milliards de dollars? Ou quand on évoque le fait qu'en 2014, l'Alliance Atlantique rassemblait 56% des dépenses militaires mondiales? Soyons sérieux, militairement parlant, l'organisation est uniquement là pour défendre les pays de l'Est qui possèdent des communautés russophones. Et encore, ce serait admettre que Poutine est prêt à déclencher une guerre contre l'Union européenne et les États-Unis juste pour récupérer des territoires qui n'apporteraient rien de plus face à Saint-Pétersbourg et Kaliningrad. Mais j'entends bien ce que vous allez me dire, et par cette réflexion vous aurez compris ce que Trump cherche à combattre. Le budget de l'OTAN a beau écraser celui de la Russie, le problème réside surtout dans la division des membres, alors qu'il n'y a qu'une seule tête du côté du Kremlin. Autrement dit, par ce manque de solidarité, l'objectif premier de l'OTAN commence à disparaître. En 2015, un sondage du Pew Research Center révélait qu'en moyenne 49% des Européens interrogés étaient défavorables à l'idée de soutenir par les armes un allié de l'OTAN, attaqué par la Russie. Seulement 38% des Allemands interrogés estimaient qu'il fallait utiliser la force pour défendre un allié, alors que l'entraide armée est le principe fondateur de cette organisation. L'atlantisme militaire semble donc s'essouffler auprès de certaines populations d'Europe occidentale, et il est temps de se demander pourquoi. On parle de la guerre, on ne parle pas de la paix. On parle de telle ou telle guerre et des raisons qu'on aurait de s'aligner automatiquement dans tel ou tel camp, puisque la période est celle d'un retour de ce qu'on appelait autrefois le campisme. Quand commence un conflit, si vous avez un point de vue comme ceux que j'exprime avec mes amis le plus souvent, qui est un point de vue strictement extérieur et qui veut le rester extérieur au conflit, eh bien, vous êtes suspect d'ambiguïté, car vous n'acceptez pas de vous mettre en rang immédiatement et suivant les injonctions qui vous en sont faites par le camp si puissant dorénavant en France de l'atlantisme. C'est-à-dire un ensemble de personnalités et de médias qui, quelle que soit la guerre, la trouvent toujours bonne du moment qu'ils l'observent du côté qui convient aux États-Unis d'Amérique. L'OTAN entre obsolescence et intérêt. La dernière fois, je vous parlais de la vision qu'entretenaient les différents chefs d'État français vis-à-vis de l'OTAN, où chacun, le général de Gaulle compris, voulait se réapproprier l'alliance. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un courant politique qui propose la sortie pure et simple d'une organisation dont les dernières opérations majeures restent des échecs sociaux quasi complets, comme la guerre en ex-Yougoslavie, en Afghanistan ou en Libye. C'est donc tout d'abord la dénonciation d'une alliance où la limite entre le défensif et l'offensif semble de plus en plus floue. L'élection de 2017 va tomber dans un monde agité, très agité,
très dangereux. À l'est de l'Europe, des gens s'agitent et qui sont des bouts en guerre, qui veulent à tout prix en découdre avec les Russes, et qui, pour le faire, ressortent les vieux arguments de la période de la guerre froide et d'autres encore plus ignobles. Et nous, les Français, nous voilà embarqués dans une aventure qui n'a rien à voir avec nos intérêts profonds dans l'histoire. Ainsi, le candidat aux élections présidentielles, Jean-Luc Mélenchon, veut avant tout s'éloigner de la puissance américaine, dont les intérêts ne sont pas les mêmes que ceux de la France, et dont la prétention à diriger le monde se heurte au manque de clarté dans la relation qu'entretient Washington avec ses alliés. Par conséquent, le premier intérêt de quitter l'OTAN est d'éviter de se retrouver dans une guerre dont l'État français ne voudrait pas. Ce qui était déjà l'une des raisons du retrait du président de Gaulle, qui ne voulait pas exclure l'idée d'une paix séparée avec le bloc de l'Est en cas de nouvelle guerre mondiale. Cette logique est toujours pertinente aujourd'hui, quand on sait que l'organisation atlantique prévoit de concentrer ses efforts sur la mer Noire. Puisque cette dernière n'a pas réussi à s'installer en Ukraine, elle décide donc de se retrancher une ligne un peu en retrait. Et c'est là que le projet d'intégration de la Géorgie devient logique. L'impasse que rencontre l'OTAN réside d'abord dans le fait que seulement 5 États sur 28, les États-Unis, la Grèce, le Royaume-Uni, l'Estonie et la Pologne, respectent la consigne de dépenser au moins 2% de leur PIB dans le secteur de la défense. Ainsi, Mélenchon condamne cette militarisation des pays qui n'ont pas forcément les moyens d'assurer à la fois les besoins sociaux des populations locales et les demandes militaires étrangères. Il accuse également cette consigne de dissimuler un financement indirect du complexe militaro-industriel américain par l'achat de matériel. Thank you, Cheryl. Now I invite Monsieur Jean-Louis Carrière, head of the French Senate delegation. Mes chers collègues, avec la crise économique et financière, on a vu se creuser ces 10 dernières années le fossé entre les deux côtés de l'Atlantique, mais aussi au sein même de l'Europe en matière de défense. En France, le nouveau livre blanc sur la défense et la sécurité nationale prévoit le maintien du budget de la défense à son niveau dans les prochaines années, avec une remontée progressive vers 2% du PIB si le contexte économique s'améliore. À nos yeux, une meilleure répartition des efforts de part et d'autre de l'Atlantique doit impliquer aussi un partage équitable des retombées industrielles. La coopération ne doit pas se résumer à l'achat sur étagère de matériels américains. Nos opinions publiques ne le comprendraient pas. Je voudrais donc savoir, Monsieur le Secrétaire général, comment l'OTAN pourrait mieux tenir compte de l'industrie européenne de défense dont le rôle avait été souligné par la déclaration de Chicago. Je vous remercie. Quand Mélenchon se dit pour la paix face à l'OTAN, il faut y voir une dénonciation de cet expansionnisme à outrance. C'est aussi le rappel qu'une armée nationale est avant tout prévue pour la défense nationale, et qu'il n'est pas forcément normal d'entretenir l'escalade des tensions par le commerce des armes. C'est envisager une alternative au système guerrier mondial faussement moralisé. L'Arabie Saoudite. Est-ce qu'il n'est pas indécent, franchement, de se réjouir de la signature de contrats commerciaux avec l'Arabie Saoudite, un pays qui a exécuté combien 134 personnes, qui bombarde avec nos armes, peut-être, au Yémen, des populations civiles, des hommes, des femmes, des enfants, qui condamne à la décapitation un homme de 21 ans opposant au régime. Franchement. Indécent de se battre pour notre économie, pour nos industries. Pour le candidat, la menace russe est bien moins importante que la volonté de relancer les usines états-uniennes. Et pourtant, on pourrait lui répondre que, paradoxalement, si retrouver une liberté totale en matière de budget représente une certaine économie, la France devrait tout de même réinvestir massivement pour relancer son industrie de la défense et assurer à nouveau sa propre logistique. Sur ce point, il ne s'est prononcé que sur la nouvelle production de frégates destinée à marquer son programme maritime. Néanmoins, se séparer de l'OTAN reviendrait à se brouiller avec la défense américaine et à ne plus avoir accès à son soutien, qui s'est révélé essentiel pendant les guerres en Libye et au Mali. On en arrive alors aux arguments de l'ancien ministre Hubert Védrine, mandaté par le président Hollande pour faire le bilan de la participation de la France dans le commandement intégré de l'OTAN. Et bien que Védrine ne soit pas un atlantiste, qu'il se soit mobilisé contre la réintégration de la France en 2008, son rapport a pour conclusion qu'il serait contre-productif de changer la relation actuelle entre la France et l'OTAN, car cela reviendrait à sacrifier des années de coopération militaire pour européaniser l'alliance et développer l'influence française. Bon, ceci est un point de vue typiquement français, qui était certes pertinent sous Obama, mais qui oublie le fait que la France ne remplacera jamais le Royaume-Uni à la tête de l'OTAN en Europe.
Tout simplement parce que la défense, le nucléaire et le renseignement britannique sont presque interdépendants avec ceux des États-Unis. Alors pourquoi prendre le risque de faire confiance aux Français ? Vous l'avez compris, la France est dans une position inconfortable pour ses prétentions à avoir sa propre diplomatie, mais aussi à vouloir jouer le jeu atlantiste, soit une politique assez mitigée, car les deux semblent difficilement conciliables. Par exemple, la France a raté le rendez-vous avec les pays de l'Est qui comptaient sur elle pour assurer leur défense. Elle a traîné les pieds pour sanctionner la Russie et revendre ses navires Mistral à d'autres clients. Alors, soit Paris assume son engagement atlantiste et sécurise les frontières européennes, soit l'État français sort de l'Alliance pour faire sa propre diplomatie, mais dans tous les cas, il faut que le pays soit cohérent avec lui-même et ses alliés. Quitter l'OTAN ne relèverait donc pas d'un intérêt militaire, mais plutôt diplomatique, symbolique, puisque cela permettrait de dénoncer cette transformation de l'OTAN en organisation des Nations Unies secondaire, par ses interventions jusqu'en Asie centrale, ou encore le contournement des décisions de l'ONU en ex-Yougoslavie et en Libye. Oui, quitter l'OTAN est plus un symbole, c'est refuser la normalisation d'une France qui se disait toujours exceptionnelle, au-dessus de la division États-Unis-Russie, et qui choisit son camp uniquement lorsque la menace devient réelle. Nous savons qu'en politique, le symbole compte énormément. Or, réunir l'Europe dans l'OTAN, c'est accepter l'idée fausse que l'Occident est un seul bloc, soit une idée déjà compromise par l'adhésion d'une Turquie qui veut se couper de plus en plus des Occidentaux. Aussi, refuser l'OTAN, c'est refuser l'héritage des erreurs américaines. C'est par exemple dénoncer l'utilisation de munitions à l'uranium prétendument appauvries sur les Serbes pendant la guerre du Kosovo, ce qui a provoqué les effets sanitaires que vous imaginez. C'est un événement peu connu, mais qui entache durablement l'image de l'organisation à l'international. Enfin, s'éloigner des États-Unis, c'est également se méfier d'une puissance qui ne considère pas ses alliés en tant que tels, comme l'a dénoncé le lanceur d'alerte Edward Snowden lors de ses révélations sur l'espionnage américain. Mais après le retrait, que se passerait-il ? Parce que la France serait probablement seule dans cette situation, si l'on pense aux alliés potentiels d'un gouvernement insoumis, la Grèce par exemple. Même si la population est défavorable à l'alliance, je doute que le Premier ministre Tsipras ait envie de la quitter quand le président turc parle d'annexer Thessalonique. Ce n'est pas un hasard si Athènes, malgré sa position assez éloignée de la Russie, dépense plus que 2% de son PIB dans sa défense. Alors bien sûr, Jean-Luc Mélenchon n'appelle pas à la fin de l'OTAN, mais juste au retrait de la France, qui est l'un des rares pays européens qui peuvent se permettre de se débrouiller seuls. Si la Grèce ou les pays de l'Est se sentent menacés, rien ne les empêche de s'allier avec les États-Unis. Ce que veut Mélenchon pour une France qui n'a plus à craindre la menace soviétique, c'est que les interventions extérieures ne se fassent qu'avec la bénédiction de l'ONU. Donc a priori, il n'y aurait plus besoin du réseau de l'OTAN. En revanche, vous connaissez déjà le problème d'être dépendant des Nations Unies. Comment faire en cas d'attaque soutenue par la Russie, les États-Unis ou la Chine, alors que ces pays peuvent imposer leur veto au Conseil de sécurité. Comme il a été dit en introduction, les États-Unis ont frappé la Syrie sans aucune considération pour les structures légales internationales. Certains États ont bien les moyens de bloquer ou de contourner l'ONU, et c'est probablement l'une des raisons qui explique le maintien de l'OTAN. The truth is that Assad, Russia, and Iran have no interest in peace. The illegitimate Syrian government, led by a man with no conscience, has committed untold atrocities against his people for more than 6 years. Assad has made it clear that he doesn't want to take part in a meaningful political process. Iran has reinforced Assad's military, and Russia has shielded Assad from UN sanctions. If Russia has the influence in Syria that it claims to have, we need to see them use it. En fait, au-delà du symbole, c'est à se demander si une sortie définitive serait réellement bénéfique pour l'influence française. À l'échelle mondiale peut-être, avec la Russie sûrement, mais en Europe, ce serait plutôt le contraire. J'en veux pour preuve qu'aucun pays n'a rejoint la ligne française entre 1966 et 2008, quand elle était sortie du commandement intégré de l'OTAN. Par conséquent, la France doit être le pivot d'une nouvelle alliance mondiale, altermondialiste, dont l'unique objet serait le respect de la souveraineté des peuples et l'application des conventions et des normes de l'OIT et de l'ONU, qui est la seule référence du droit international qui est préalable à l'usage de la force.
Tandis que maintenant, on use de la force d'abord et on discute après. Il faut se cramponner à ce principe politique. La France peut le faire. Nous sommes membres du Conseil de sécurité et nous sommes présents sur les 5 continents. Donc nous pouvons le faire. C'est pour vous dire, c'est pas un petit choix qui arrive là. Mais après tout, l'Union européenne n'est pas vraiment la priorité de Jean-Luc Mélenchon. Ce qu'il veut, c'est porter la France à l'international. C'est se lier avec les pays émergents, les BRICS, la Méditerranée, l'Afrique. C'est aussi boycotter les systèmes oligarques internationaux, comme le G8, le G20, qui appuient leur légitimité sur leur puissance économique. Alors, l'altermondialisme, ça fait rêver, car il y a énormément de défis à relever, mais se dire non aligné, ça veut dire comprendre les attentes des pays en voie de développement. Sont-ils plus sensibles au développement durable ou à l'affirmation de leur indépendance et de leur économie? Est-ce possible pour eux de concilier les deux? Pour des raisons historiques et culturelles, c'est toujours difficile pour un Européen de vouloir se lier avec les pays en développement, surtout auprès des BRICS, soit des pays qui n'ont presque rien à voir entre eux, à part leur volonté de lutter contre la domination occidentale. À ce stade, vous avez probablement remarqué que ce qu'il y a d'intéressant dans le programme international de Mélenchon, c'est que chacune, ou presque, de ces propositions vise à contourner le réseau anglo-saxon. Et je prendrai l'exemple de la francophonie. À partir du moment où les francophones devraient passer de 284 à 700 millions de locuteurs d'ici 2050, soit représenter 8% de la population mondiale, il y a un fort potentiel d'entente et de développement, qui reposerait sur autre chose que l'exploitation des ressources, à l'image de l'éducation sur le plan culturel ou technique. La question de la langue est un sujet vraiment intéressant à inclure dans les relations internationales. Et sur ce point, on peut prendre en compte les idées du linguiste Claude Agege, un professeur du Collège de France, pour qui la propagation de la langue anglaise a été combinée à celle du libéralisme économique. Pour lui, la langue à elle seule parviendrait à imposer un modèle. Par exemple, l'obligation d'écrire en anglais pour être publiée dans les grandes revues scientifiques est considérée comme dangereuse pour la diversité des idées. Pour faire court, imposer une langue unique, c'est imposer une pensée unique. Et sur ce point, George Orwell lui donnerait parfaitement raison. En d'autres termes, quand il y a d'excellents mots, quand ce sont, comme Alain Rey l'a rappelé, des mots qui se réfèrent à des réalités nouvelles, qu'elles viennent avec leur nom anglais, j'admets. Alors, quand ça chasse un mot français, je ne suis pas d'accord. cette journée internationale de la francophonie, elle est organisée dans le but de la promouvoir, la francophonie, voire de la sauvegarder. Est-ce qu'il y a des langues qui meurent chaque année? Est-ce qu'on a... Évidemment, il y en a. Ouais. Il en meurt même environ 25 par an, ce qui fait que si on évalue à 5000 le nombre des langues aujourd'hui parlées, ce qui est un chiffre tout à fait sous-évalué, dans un 100 ans, il y en aura 2500. Bon, ces langues disparaissent pour différentes raisons, le plus souvent sous la pression des langues de grande diffusion, comme l'anglais, singulièrement, dans une moindre mesure, l'espagnol ou le français, et d'autre part aussi parce que les familles envoient à l'école très fréquemment, comme exactement elles l'ont fait pour les langues régionales de France, qui sont moribondes pour la même raison, leurs enfants, avec l'idée, en partie fausse, en partie justifiée, que cela leur permettra de s'inscrire mieux sur le marché du travail. Donc on a affaire souvent à un rejet par leurs locuteurs eux-mêmes, malheureusement, des langues vernaculaires ancestrales. Bref, pour conclure sur l'OTAN, il est clair que la remettre en question revient à se rendre compte que la menace russe est considérablement surévaluée. La Russie, ce n'est plus l'URSS. C'est un État autoritaire, de droite radicale, qui est prêt à tout pour limiter l'influence américaine chez ses voisins. Il est souvent dit que l'Union européenne est un géant économique, mais un nain politique. Dans le cas de la Russie, c'est plutôt l'inverse. C'est une économie fragile, très dépendante des matières premières, mélangée à une volonté de revenir au temps du gigantisme politique. Et affirmer tout cela, c'est rappeler que l'OTAN, malgré sa reconversion dans l'antiterrorisme et la cyberdéfense, est militairement obsolète, à une époque où le concept de guerre froide n'a plus de sens. En plus de son intérêt économique, le vrai potentiel de l'OTAN est politique, car l'Alliance assure une présence américaine stable sur le continent. Peu importe que Trump se plaigne de la facture, l'avantage accordé est inestimable. Et le cas de l'Islande le montre bien. Ce pays qui a été convaincu de rejoindre l'Alliance en 1949 ne dispose toujours pas de forces armées. Il s'agit juste d'une position stratégique à maintenir. Des opposants à l'atlantisme, il y en a déjà eu, et il y en aura encore. Mais c'est aujourd'hui que nous connaissons une situation de nouvel ordre mondial, ou plutôt de nouveau désordre mondial, que la remise en cause de l'Alliance devient un enjeu de plus en plus préoccupant, à l'heure où le projet européen est au bord de l'explosion.